Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le 6e workshop international Sirena Startup que nous avons le plaisir d'organiser à La Rochelle aujourd'hui par La Rochelle Technopole. Donc, pour rappel, le programme Sirena Startup, c'est le programme d'aide à l'internationalisation des startups de Nouvelle-Aquitaine et qui réunit l'ensemble des 9 technopoles régionales. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 2 intervenants de Team France Export, que sont Fabrice Cosno et Laurent Bournoville, qui vont nous présenter le parcours de l'export et l'accompagnement proposé par Team France Export en Nouvelle-Aquitaine. Nous aurons dans un premier temps un focus sur 2 accompagnements, le diagnostic export et la priorisation marché. En deuxième partie de workshop, c'est Thomas Cardinal, co-dirigeant de UWL Surfboards à Angoulins, spécialisé dans la fabrication de planches de surf haute performance 100% made in France, qui partagera son retour d'expérience sur ce sujet. Je laisse sans tarder la parole à mes premiers intervenants, Fabrice et Laurent. La parole est à vous. Bonjour. Donc, le plan de notre intervention aujourd'hui, dans un premier temps, on vous propose de vous présenter déjà la Team France Export. Ensuite, le parcours de l'export. Donc, c'est notre processus d'accompagnement des entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Focus sur 2 accompagnements précis, notamment le diagnostic export et puis la priorisation de marché. Et enfin, le témoignage de Thomas qui est rentré dans le parcours de l'export. Pour vous expliquer ce qu'est la Team France Export, ce qu'on vous propose, c'est une courte vidéo, parce que ça explique effectivement assez bien, en résumé, qui nous sommes et d'où nous venons. Donc, voilà, je vous propose de regarder maintenant cette petite vidéo. Pour faire grandir votre entreprise, il faut gagner des marchés. Et désormais, c'est souvent à l'étranger qu'on peut les trouver. L'export, ça apparaît souvent compliqué. C'est un investissement. Mais c'est aussi un vrai booster de croissance. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, près de chez vous, pour vous préparer et vous faire gagner, vous avez la Team France Export. La Team France Export, c'est, pour la première fois, le rassemblement autour de votre projet international, de toutes les solutions publiques proposées par votre région, les services de l'État, Business France, votre chambre de commerce et d'industrie et BPI France. La Team France Export, ce sont 1000 conseillers internationaux, en France et à l'étranger, qui se mettent au service des entreprises qui ont envie d'export. Votre conseiller va vous aider à cerner vos besoins et vous amener toute la connaissance des bureaux Team France Export à l'étranger pour cibler les marchés qui ont un vrai potentiel pour vos produits et vos services. Avec votre conseiller, vous allez vous préparer, optimiser votre budget grâce au soutien de votre région et de l'État par les assurances export, bâtir le plan d'attaque. Il va alors vous placer entre les mains de la Team France Export étranger pour rencontrer les bons prospects sélectionnés pour vous et au fil des mois et des contrats, ouvrir avec vous de nouveaux marchés. Toutes ces solutions export, vous les retrouverez très bientôt sur une plateforme digitale complétée des meilleurs savoir-faire du secteur privé et des partenaires de la Team France Export. Team France Export, c'est de la simplicité, de l'efficacité et du business. On va vous donner envie d'international. Voilà, merci. Donc, ce qu'il faut retenir en résumé, c'est surtout un continuum de services publics et un interlocuteur unique en territoire qui vous ouvre justement l'accès à tous les réseaux qui ont été présentés dans cette vidéo. Donc, Laurent comme moi, nous sommes conseillers internationaux présents sur le territoire. Autre gros atout de ce réseau, c'est que maintenant on est organisé par communauté sectorielle et donc vous aurez toujours affaire à des interlocuteurs qui ont une connaissance de votre secteur d'activité et qui seront en mesure de vous accompagner en vous parlant de vous, de votre environnement. Donc voilà, on retrouve les 4 grandes catégories avec ce qu'on appelle agrotech, tech et services, industrie et clean tech et art de vivre et santé, qui sont nos grands sectories, effectivement, en interne. Après, donc, comme je disais, un interlocuteur unique. Donc, notre équipe sur la Nouvelle-Aquitaine, répartie sur l'ensemble du territoire régional. Et comme vous pouvez le voir, chacun des interlocuteurs a un ou 2 secteurs privilégiés. Et donc, vous aurez à chaque fois, en fonction de votre activité, un interlocuteur sur le territoire. Son rôle étant d'être le point de contact unique pour tout le réseau de Team France Export en France et dans le monde. Voilà.
C'est lui qui fera le suivi de votre dossier. C'est lui qui sera votre interlocuteur pour monter des missions à l'international. C'est donc vraiment la personne de contact à avoir. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Laurent qui va vous présenter un peu plus précisément le parcours de l'export. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la notion de parcours de l'export, c'est important. Thomas, tout à l'heure, témoignera de ce qu'il a pu vivre dans ce cadre-là. C'est un parcours, c'est une notion qui a été mise en place au moment de la création de la région Nouvelle-Aquitaine, fin 2016, début 2017. Le premier élément fort, ça s'appuie sur la notion de référent. Donc en fait, vous avez un interlocuteur unique. À partir du moment où on parle d'aide, vous avez un interlocuteur unique et l'interlocuteur unique et le correspondant, c'est le conseiller de Team France Export en région. La cible est relativement large, ça va de la start-up aux ETI, donc on est vraiment très, très ouvert sur la typologie des entreprises. Ça concerne des sociétés qui ont un projet de développement international, donc qui partent de zéro, éventuellement d'une feuille blanche. Ça peut concerner aussi des sociétés qui sont déjà présentes à l'export et qui veulent se développer sur de nouveaux marchés, et des sociétés déjà fortement exportatrices qui veulent pérenniser leur développement international. C'est un parcours structurant, c'est-à-dire qu'on ne vous obligera pas à passer par des étapes qui ne sont pas nécessaires, des étapes où vous seriez déjà complètement, on va dire, adapté, vous auriez déjà toutes les compétences. On va directement à l'essentiel et à ce qui vous concerne. Donc, c'est un parcours individualisé. Et autre notion importante, il y a également une notion de coordination pour les financements entre partenaires. Donc, les partenaires financeurs, aujourd'hui, ils sont deux structures. Ce sont deux structures, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et BPI France. Donc, une société peut tout à fait s'appuyer et sur le Conseil régional et sur BPI France en même temps pour appuyer et financer son développement international. La notion de parcours de l'export, donc là, vous retrouvez sur un peu une forme de cheminement. Souvent, ça va commencer pour nous par une entreprise potentiellement qui peut nous contacter. Voilà, je ne suis pas exportateur aujourd'hui, je veux être exportateur demain. Est-ce que je peux devenir exportateur? Est-ce que mon offre est possiblement peut être proposée à l'international? Donc, en général, ensuite, on va passer par une phase de diagnostic et d'audit. Donc, Fabrice vous présentera juste après la notion de diagnostic. On va passer ensuite à des phases de priorisation de marché. Je vais vous parler tout à l'heure de la partie de priorisation de marché, des études et de la réglementation. Et puis, on passe ensuite à une phase de planification et d'étude de votre financement de plan de prospection. Puis ensuite seulement vient la phase de prospection avec toutes les prestations de services qui vont autour. Et enfin, dans des stades plus avancés, pour certaines entreprises parfois qui veulent s'implanter à l'étranger, on va proposer des solutions de programmes d'accélération du développement international, volontariat international, etc. Je vais céder la parole à Fabrice à nouveau qui va vous parler du diagnostic. Bien sûr, n'hésitez pas à nous interrompre, on peut répondre à la fin à vos questions, mais si vous avez des questions au fur et à mesure où on déroule, n'hésitez pas à nous interrompre. Je repasse la parole à Fabrice. Hop. Donc, je vais faire un focus effectivement sur l'un de nos outils d'accompagnement qui est le diagnostic export. Donc, le diagnostic export, le principe, c'est surtout de faire un point sur votre situation de l'entreprise au sens large, parce qu'on a besoin de toutes les fonctions de l'entreprise pour réussir à l'export. Ensuite, c'est de pouvoir identifier votre degré de préparation par rapport à votre projet à l'international et de définir avec vous des actions à mener pour progresser dans votre projet. Donc, la méthodologie du diagnostic, comme je disais, dans un premier temps, c'est faire un point sur votre situation. Donc, on va analyser notamment l'offre. Pour chacun des critères que je vais citer, en fait, c'est une série de questions qui va être posée. Donc, par exemple, pour l'offre, déjà, on va s'assurer que l'offre a un potentiel à export, qu'on est sur une offre soit innovante, soit sur une offre ou avec des tarifs vous permettant de vous démarquer de la concurrence à l'international. Enfin voilà, on va valider effectivement ce premier point qui est primordial.
Ensuite, on va réfléchir effectivement autour du business model, c'est-à-dire quel est votre business model en France? Est-ce que c'est le même business model qui pourra se mettre en place à l'international? Enfin voilà, donc est-ce que c'est déjà une réflexion que vous avez eue? Les finances, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, comme Laurent l'a dit, l'international, c'est aussi un investissement. C'est une opportunité, mais c'est effectivement, ça peut être coûteux. Et donc, il faut absolument anticiper, prévoir et avoir la solidité financière qui permet de poursuivre l'effort sur le long terme. Et donc, c'est là où on va s'assurer que vous ayez vraiment la solidité financière pour pouvoir avancer sereinement dans votre projet export. Ensuite, la production, là, effectivement, tout simplement savoir quelle est votre capacité de production, comment vous pouvez faire évoluer éventuellement votre production pour qu'elle s'adapte à des besoins spécifiques de l'international. Logistique, là, c'est votre degré de connaissance de la logistique internationale. Est-ce que vous connaissez les acteurs de la logistique internationale? Est-ce que vous avez déjà fait appel à ce type de service? Voilà, donc pour la partie effectivement logistique. L'organisation globale, je le disais en introduction, c'est toutes les fonctions de l'entreprise qui sont sollicitées dans un projet export. Et donc, c'est aussi, est-ce que les fonctions clés sont couvertes? Est-ce que vous avez quelqu'un de dédié sur les postes clés? Donc, on va regarder l'organisation dans son ensemble. Et puis, le mode de commercialisation, comment l'offre est commercialisée aujourd'hui en France, ou comment vous imaginez la commercialiser à l'international quand vous avez commencé à potentiellement la vendre. Donc, voilà, c'est aussi des points qu'on va regarder ensemble. Pour la partie, en tout cas, situation de l'entreprise. Ensuite, ça va être le degré de préparation. On va aller chercher à évaluer. Donc, c'est l'enjeu du développement international. Là, ce qu'on va chercher à voir, c'est quel est le degré d'importance de ce projet dans la stratégie globale de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose d'accessoire? Est-ce que c'est primordial et on va dire la suite logique du développement de la société? Voilà, ça c'est bien sûr en discussion avec le dirigeant de l'entreprise. Ensuite, la stratégie, c'est à quel point le dirigeant a réfléchi sa future stratégie internationale. Est-ce qu'on est dans de l'opportunisme ou est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de réfléchi, construit? Donc là, on va évaluer effectivement le degré d'approfondissement de cette stratégie. Ensuite, la connaissance des marchés internationaux. Est-ce que ça reste une connaissance de surface ou est-ce qu'on a vraiment creusé? On connaît ses concurrents, on connaît ses clients potentiels, on sait comment, on parlait de business model tout à l'heure, on sait quel est le business model dans le pays, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on loue, enfin voilà, donc toutes ces questions cruciales pour déjà choisir et puis pouvoir effectivement réussir sur un marché international. Les ressources humaines disponibles, c'est pas anodin, surtout là aujourd'hui on va avoir affaire des structures qui sont pour la plupart des startups accompagnées par les technopoles. On sait que vous êtes sur beaucoup de projets, souvent il y a déjà de l'innovation, il y a plein de choses qui sont en ébullition permanente et le projet export il vient en plus. Donc quel temps on peut y consacrer et qui peut se retirer un petit peu du quotidien pour travailler sur ce projet concrètement. C'est vrai que l'idée, c'est pas d'aller juste à un moment sur un salon et puis de mettre une énorme énergie, revenir, repartir sur d'autres projets. Enfin voilà, il faut une continuité, il faut des gens qui puissent vraiment porter à bout de bras ce projet. L'orientation export, donc là, est-ce que l'entreprise elle est tournée vers l'international? Est-ce que le dirigeant a une appétence particulière de partir à l'export? Voilà, enfin, c'est ça qu'on va chercher à évaluer dans cette catégorie. La communication et le marketing. Est-ce que tout simplement les supports de communication sont déjà adaptés à l'export? Est-ce qu'ils ont été pensés pour l'export? Donc là, on a aussi possibilité effectivement de regarder concrètement avec vous, voilà, où vous en êtes par rapport à ça. Et puis enfin les réseaux. Donc, ça peut être les réseaux du dirigeant, ça peut être les réseaux auxquels adhère l'entreprise. Par exemple, vous êtes membre de la Technopole. La Technopole peut être amenée à un moment à faire des actions à l'international. Donc, voilà, parce que ça peut être des réseaux qu'on peut activer dans le cadre de notre souhait de développement international et ce qu'ils peuvent nous apporter. Le livrable de ce diagnostic export, donc c'est dans un premier temps, effectivement, pouvoir positionner votre entreprise par rapport à
par rapport à un cadre de référence, par rapport à l'entreprise idéale, voilà où vous vous situez, et par rapport au niveau optimum de chacun des critères, où est-ce que l'entreprise se situe. De pouvoir formuler justement en fonction de votre degré de préparation des préconisations, et de vous proposer un plan d'action concret pour avancer et faire grandir votre projet à l'export. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Laurent pour vous présenter notre offre qui est la priorisation des marchés. Voilà. Pardon, messieurs, je voudrais juste profiter pour passer une petite info. Ce que vous venez de présenter, donc le diagnostic export, est accessible à nos startups qui font partie du programme Sirena Startup. Et donc, on a un accord avec CCI International, Tout à fait. de la région Nouvelle-Aquitaine, pour que ce diagnostic soit pris en charge par la région, du moment où on a décidé collectivement de la pertinence de réaliser ces diagnostics pour votre entreprise. Voilà, c'était tout ce que je voulais. Tout à fait. Voilà. Merci de le préciser. C'est très important, effectivement. Merci beaucoup. Donc, sur la partie priorisation de marché, souvent, en fait, dans les entreprises que l'on accompagne, on a souvent le constat que l'export s'est développé par opportunité. C'est très souvent le cas de figure que l'on rencontre, et c'est tout à fait normal et logique. Ce qu'on essaie, nous, d'insuffler auprès des entreprises, notamment qui se lancent à l'export, c'est d'essayer d'être un petit peu plus à la manœuvre et de choisir leur marché. Donc, l'objectif de la priorisation de marché, c'est effectivement de dresser un état des marchés d'intérêt à partir de critères qu'on a définis ensemble. Et donc de hiérarchiser en fait ces marchés, ces 5 ou 6 marchés qu'on va analyser. On va essayer de savoir quels sont les 3 premiers marchés les plus importants sur lesquels engager prioritairement la prospection. Et donc, on doit rassembler l'enjeu de cette séquence de priorisation des marchés, c'est aussi de réunir un certain nombre d'informations par rapport à différents pays et par rapport aux critères que l'on a définis. Et en fin de priorisation, idéalement, on essaie également d'indiquer à l'entreprise vers quelle stratégie aller sur ces différents marchés et vers quelle stratégie export globale aller. Donc, en fait, on est vraiment dans le prolongement quelque part, souvent, de ce premier état des lieux qui est fait avec le diagnostic export. Une fois qu'on a défini de quelle manière une entreprise peut aller à l'international, assez souvent, on peut être amené à lui proposer cette séquence de priorisation des marchés. La méthodologie de la priorisation des marchés, bon, déjà, c'est une séquence qui prend un petit peu de temps, parce qu'on a quand même pas mal d'infos à aller chercher, à qualifier, on a pas mal d'interlocuteurs à aller contacter, donc ça va durer entre 3 et 4 mois, minimum 3 mois, maximum après 4 mois. L'enjeu, c'est de définir un correspondant, un interlocuteur au sein de l'entreprise, parce que nous, on a un certain nombre d'infos, de données à valider dans le courant de cette étude. Donc, en général, on a une première session en entreprise, une réunion de lancement de la priorisation des marchés, dans laquelle on doit arriver à l'issue de ces 2 heures à définir 5 ou 6 pays. Alors, il ne s'agit pas de 5 ou 6 pays pris au hasard. L'entreprise a préalablement regardé de son côté quels sont les marchés d'intérêt potentiels. Et nous, on va également faire une analyse de notre côté. Et dans cette réunion de lancement, on confronte nos points de vue. On confronte nos points de vue à la fois sur les pays à choisir, les 5 ou 6 pays à choisir, et également sur les critères. Alors, critères qui peuvent être génériques ou qui peuvent être spécifiques. Critère générique, c'est un critère plutôt macroéconomique, qui peut être pertinent dans le cadre de ce type d'analyse. Et critère spécifique, ça va être un critère qui va être vraiment propre au secteur d'activité de l'entreprise. Je vous montrerai un exemple de matrice juste après, les résultats auxquels on arrive dans le cadre d'analyse de priorisation de marché pour que vous compreniez bien. Donc ensuite, on a le travail en lui-même de recherche. Et là, pour ce travail de recherche, on s'appuie sur des recherches que l'on fait sur Internet et à partir de notre réseau. Et notre réseau, c'est quand même
57 pays et 87 structures différentes. Donc, on a quand même un petit peu de monde à l'international, vous l'avez compris. Et donc, on est à même de solliciter dans chacun des pays objets de votre priorisation des marchés, les interlocuteurs, les interlocutrices qui connaissent votre marché, qui connaissent le potentiel pour votre offre. À l'issue des 3 ou 4 mois, on fait une séance de restitution en entreprise où on va présenter un livrable et où on va donner des conseils sur la stratégie à mettre en place, la stratégie export globale, des conseils généraux pour la stratégie export et des conseils spécifiques par rapport aux 2 ou 3 marchés sur lesquels on vous recommandera d'orienter en priorité la prospection. Et donc, sur ces marchés, eh bien, on vous fait des propositions d'accompagnement concrètes qui, en général, c'est pas systématique, émanent de notre réseau Team France. Un petit exemple pour vous montrer, pour vous permettre de toucher du doigt, c'est quoi une priorisation de marché et comment ça se matérialise. Là, je vous ai mis l'exemple d'une analyse que j'ai eu l'occasion de faire récemment. Donc, vous avez un tableau. Donc, c'est très mathématique au fond. Mais avant d'arriver à ça, il faut mouliner et faire pas mal de recherches. Vous avez en haut les critères génériques. Donc, on retrouve des critères type macroéconomique, donc revenu moyen, souvent étude de la concurrence, concurrence locale dans le pays et concurrence internationale présente dans le pays, la réglementation applicable des droits de douane, importation de produits français. Là, on va analyser sur un code douanier défini ce que représente la part des produits français pour ce code douanier dans chacun des pays. Et donc, l'enjeu, c'est de noter les pays les uns par rapport aux autres en fonction des données qu'on a collectées et d'arriver tout simplement, et pour les critères génériques et pour les critères spécifiques, à un ranking, un classement numérique. Donc, vous avez un premier pays qui a le plus grand nombre de points, qui arrive en rang 1, et puis le pays qui a le moins grand nombre de points, là, sur les 6 pays, arrive en rang 6. Et donc, on se base sur ces analyses-là. Et donc, vous voyez qu'il y a une colonne de pondération. Donc, on rend plus impactant certains critères en accord avec l'entreprise. Il y a certains critères qui sont considérés comme vraiment essentiels et très forts. Donc, on les rend plus discriminants en leur donnant un critère fort à 5 ou 4. Et puis, les critères moins importants, on va être sur du critère 2, du critère 3, voire 1 parfois. Mais l'enjeu sur ce type d'analyse, c'est volontairement de forcer un peu le trait et d'être clivant. Donc, c'est d'arriver à faire se détacher des pays assez nettement pour pouvoir justement prendre ces décisions plus facilement. Sur quel pays, sur les 6, je vais faire porter mon effort? Quels sont les 2 marchés sur lesquels je vais faire porter en premier mes efforts? Voilà, on est vraiment sur cette logique-là. Donc voilà un petit peu, j'ai voulu vous illustrer ça, que même si on l'explique, c'est plus intéressant de voir comment ça se matérialise, par quel outil. Donc voilà sur la séquence priorisation des marchés. Je vais peut-être maintenant… Laurent, oui, pardon, je vais ajouter également qu'une entreprise accompagnée par une des technopoles du réseau Sirena Startup, donc de la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons pris la décision, les technopoles, de soutenir financièrement l'action de priorisation de marché pour nos startups. C'est-à-dire que le coût est de 1 950 hors taxe, il me semble. Oui. Si vous êtes éligible et que l'on considère que c'est pertinent par rapport à votre situation, nous autoriserons donc cette autorisation-là et vous soutiendrons au financement avec du coup un reste à charge à la start-up qui sera de 585 € hors taxe. Donc, c'est 70% du coût qui est pris en charge par le dispositif Sirena Startup. Et ça s'inscrit vraiment dans cette continuité du diagnostic juste avant pour maintenant se dire quelle bataille allons-nous choisir. Et donc, on vous aide à ça. Donc, n'hésitez pas. On a la possibilité de vous aider sur ce genre d'opération. On l'a mis en place, Marc, Technopole Grand Poitiers pour l'entreprise Cellose, qui est représentée aujourd'hui par Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous pouvez dire un mot sur… c'est peut-être en cours, c'est pas terminé encore, non? En fait, c'est en cours
depuis quelques temps. Moi, j'ai donc pris la charge de l'exportation chez Celos et l'assistance d'une structure derrière est effectivement extrêmement importante. Parce que tout seul, quand on est dans une start-up, avec le Covid en plus, il y a un certain nombre de difficultés auxquelles on ne peut absolument pas faire face. Et là, une structure aussi conséquente est nécessairement positive. Voilà, et l'intérêt aussi que trouvent les entreprises en général, c'est qu'effectivement, nous, on apporte un regard un peu extérieur. On n'est pas dans votre métier à la base. Donc, j'ai l'habitude de dire qu'à chaque nouvelle priorisation de marché pour chaque nouvelle entreprise, on remet à chaque fois un petit peu notre tablier en jeu parce qu'on repart pour une nouvelle aventure, une nouvelle analyse où on ne va pas forcément toujours aller chercher au même endroit les infos à qualifier. Donc, mais ça, les entreprises apprécient d'avoir ce regard extérieur et cette analyse d'un tiers, en fait, d'une structure tierce qui n'est pas dans leur métier. Si vous n'avez pas d'autres questions sur la priorisation des marchés ou sur le diag, mais on pourra revenir à tout ça après, je vous propose qu'on passe au témoignage de Thomas Cardinal, qui est co-dirigeant de UWL Surfboards. Donc Thomas, voilà, il n'y a peut-être pas de vidéo, mais on avait prévu avec Fabrice de montrer cette petite photo pour me présenter. Bon, très bien. Voilà, exactement. Vous m'entendez bien? Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est quand on veut que ça marche pas. Je me présente donc, Monsieur Cardinal Thomas, entreprise UWL. Alors, on n'est pas une start-up parce qu'en fait, cette année, on va fêter nos 30 ans d'existence, mais on a commencé très, très jeune la fabrication de planches de surf sur mesure. Et du coup, avec toutes ces années d'expérience, on a eu beaucoup d'opportunités de travailler à l'étranger pour des fabricants et pour des marques, mais c'était toujours quelque chose de non construit, assez opportuniste, et puis il n'y avait pas vraiment de logique derrière. On a eu l'occasion donc de rencontrer Fabrice qui a fait le fameux bilan diagnostique et qui a pu mettre en avant finalement pas mal de points qui étaient assez positifs sur l'entreprise et qu'il y avait quelque chose à faire. Il fallait vraiment construire un petit peu notre stratégie pour tout ce qui était export. Donc, grâce à ça, en fait, on a pu identifier facilement des pays qui étaient susceptibles d'être intéressants à prospecter. Et on a eu l'occasion donc de faire une formation export avec Laurent qui a permis quand même d'ouvrir les yeux sur pas mal de problématiques qui sont, voilà, comme ils ont un petit peu nommé, les outils qui sont à disposition pour pouvoir facilement gérer cette partie-là. J'ai rentré un peu plus dans les détails, ça serait plutôt de dire comment tout ce qui va être législation au niveau des produits, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que les codes douaniers sont bons? Est-ce que le marché en lui-même est intéressant et est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrents? Donc, en fait, il nous donne une somme importante d'outils qui vont nous permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions et qui viennent finalement compléter le diagnostic export qu'on a fait en amont avec Fabrice et d'être beaucoup plus serein, on va dire, sur ce projet export. Donc, ce travail-là, on a pu le faire. Bon, après, on a eu le Covid qui est arrivé, donc nous, on s'est remis en question parce qu'en fait, dans le fonctionnement de l'entreprise, on avait un petit peu l'habitude de faire un peu le contraire. C'était beaucoup d'imports, c'est-à-dire que en fait, dans notre principe de fonctionnement, on fait venir des designers de ce qu'on appelle des shapers de planches de surf chez nous et on commercialise leur marque pour la France et le marché un peu européen. Et là, avec le Covid, ils étaient bloqués, ils pouvaient plus venir nous voir. Donc, il a fallu qu'on se retourne et qu'on se développe beaucoup plus fort et qu'on fasse un petit peu le contraste, qu'on mette en avant notre marque à nous et qu'on essaye de la vendre sur différents marchés. Et à ce moment-là, dans les pays qui avaient été identifiés, on avait identifié l'Italie. Et donc, la phase 2 a été de créer tous les outils et de faire une première démarche sur ce secteur-là. Là, on a été mis en relation avec Anna, qui fait partie du Team France Export. Et voilà, qui s'occupe de l'Italie, qui nous a aidé à faire un ciblage des marques qui étaient potentiellement intéressées pour travailler sur des planches de surf. Et
techniquement, on a eu à peu près 10 cibles qui ont été validées et identifiées. Elle a réussi à avoir quasiment 8 rendez-vous qui étaient tous très intéressés par nos produits et par notre prestation. Et sur ces 8 rendez-vous, on en a concrétisé 3. Donc, on a commencé ça je crois que c'était en mai, oui, globalement, avril-mai. Et donc, ça se passe comment? En fait, c'est surtout des visio-calls qu'on a fait avec les marques. Donc, Anna nous introduisait, on lui avait donné quelques petits éléments techniques sur ce qu'on faisait, comment on le faisait. Et puis, on se présentait, on conversait, et puis les opportunités se présentaient. Et donc, sur ces 8 rendez-vous, on en a 4 qui étaient très intéressés, mais comme on est dans une démarche de prospection, ils n'avaient pas forcément intégré ce besoin-là dès le départ. Et il y en a 3 dedans qui étaient en attente d'un fournisseur qui était capable de produire des planches de surf à leur image. Et sur ces 3-là, du coup, on a fait la phase sample et puis là, on est dans la phase déjà première commande. Et globalement, on est déjà sur un chiffre d'affaires de 50 000 euros juste sur cette première phase de commande. Et donc, après, à nous de continuer d'activer ce réseau et surtout de revenir vers les 5 autres qui étaient intéressés, mais qui ne l'avaient pas encore intégré dans leur stratégie de cette année. Donc, pour l'instant, c'est extrêmement positif. On est vraiment très, très content de cette démarche-là. Nous, ça nous a permis de mettre en plus, d'avoir une vraie réflexion sur notre image et sur comment on doit apparaître vis-à-vis de tout ce qui est cette commercialisation à l'étranger. Et puis, on s'est dit, c'est tellement intéressant qu'il faut qu'on continue et qu'on sonde le deuxième pays qui avait été plus ou moins identifié, qui était l'Allemagne. Donc là, on est dans cette phase-là où finalement, on est déjà en relation avec un autre Team France, mettre la version allemande, et on est dans la phase où on est en train de cibler les marques et on va commencer à prendre les rendez-vous. Forcément, on se rend compte très vite que ça demande énormément de temps et un travail qui demande un suivi important pour que ça soit vraiment. On a envie de montrer le meilleur de notre entreprise. Donc, on est passé à l'étape talent export où on a recruté finalement une personne dédiée à tout ce qui est export parce que finalement travailler les clients qu'on a déjà réussi à avoir, plus développer les nouveaux clients, ça demande quand même beaucoup de temps et tout seul, c'est difficile de vraiment pouvoir faire ça. Donc, c'est quelque chose qui est important. Il faut l'intégrer dès le départ, c'est de se dire qu'il faudra recruter un moment ou un autre quelqu'un si on veut vraiment pouvoir développer cette partie-là. Alors, je ne sais pas s'il y avait des points que vous vouliez qu'on aborde un peu plus précisément. Là, techniquement, juste faire un tout petit détail, c'est que c'est vrai qu'on s'est axé stratégiquement sur un produit très haut de gamme parce qu'on travaille beaucoup sur les marques de luxe qui veulent absolument s'associer au monde du surf. Et on n'a pas été dans le ciblage qui a été fait au départ, c'était il y a des pays où on ne peut pas aller parce que finalement, localement, il y a des concurrents qui sont déjà très, très bien implantés et qui ont déjà des coûts de fabrication qui sont moindres que la France. Donc, on a plutôt ciblé des clients, une niche, une ultra-niche qui est le monde du luxe et avec tout un système de prestations où là, finalement, fabriqué en France, c'est un gage de qualité pour eux et pour eux, c'est une sécurité au niveau de la fabrication en plus des références et de tout le savoir-faire qu'on peut avoir en France et qui nous permettent de pouvoir répondre à toutes leurs exigences et elles sont nombreuses. Il y a un point important, tu m'avais remonté, Thomas, et ce que tu avais trouvé vraiment intéressant, c'était le côté accélérateur. Ah oui. Dans le sens, en introduction, on l'a dit, on est segmenté, on est par secteur, et Anna Perrone, dont on parlait tout à l'heure, la collègue en Italie, est spécialisée sur le monde du luxe. Donc, elle est art de vivre santé. Donc, elle a déjà un carnet d'adresses.
elle connaît déjà les gens, elle fait les principaux salons italiens du luxe, de la mode, etc. Et donc, quand Thomas a présenté le projet, elle a tout de suite pu, dans les semaines suivantes, décrocher le téléphone, envoyer des mails aux personnes en ciblant exactement voilà, les bonnes personnes. Ça, c'est clair. Voilà. Enfin, tu le disais sur la France, ça vous a pris des années de réussir à rentrer dans le sérail un petit peu de secteur. Là, en quelques semaines, moi, vous l'avez fait en Italie, quoi. Donc, ça peut être. Honnêtement, c'est totalement incroyable. Franchement, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et finalement, la façon dont, le carnet d'adresses qui est mis à disposition, l'impact que ça a aussi, parce que en fait, quand quelqu'un vous contacte en se présentant comme Team France Export ou là, je ne sais pas exactement les termes qui sont employés quand il se présente, ça fait passer tout de suite des barrages de secrétaires ou de choses comme ça pour arriver directement. Nous, on parlait finalement directement au designer ou limite au patron. Donc, on est tout de suite sur un rapport qui est complètement différent et on saute des étapes de présentation de projet, de passe. Enfin, voilà, c'est complètement fou en fait. Les accès sont faits à une vitesse incroyable et c'est extrêmement plaisant. Et vous étiez très bien préparé, comme tu l'as dit, et c'est aussi primordial. Et enfin, voilà, même nos équipes, nous à l'étranger, ils jouent aussi leur réputation quand ils contactent, etc. Et donc, ils insistent sur le fait que l'entreprise en face voilà, soit en mesure de répondre, soit présente, bien sûr, dans de bonnes conditions pour les rendez-vous. Voilà. Donc, c'est aussi c'est un tandem, c'est un binôme. Et ce que tu dis sur nous, je le dis aussi sur vous. Vous avez fait un travail extraordinaire et c'est ce qui fait qu'il y a eu un succès derrière, quoi. Et vous avez été présent, vous avez répondu, vous avez mis à jour toutes les présentations avec les conseils qui ont pu vous être donnés. Et tu as libéré le temps nécessaire à bien porter ce projet. Et c'est ce binôme et c'est ce travail qui fait qu'à la fin, on a une réussite, quoi. Il est clair qu'on a on a un souci de l'investissement et finalement pas si important que ça parce que on se dit que ce travail-là, si on avait dû le faire nous-mêmes, on aurait mis des années à le faire. Et c'est vrai que ça, du coup, on fait tout ce qu'on peut en amont pour être prêt et pouvoir répondre très très rapidement et facilement. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui doit plaire. C'est vraiment d'être disponible et voilà, quand le client en face vous dit moi j'ai un visio call possible demain à 10h, on dit tout de suite oui parce que il faut être réactif et montrer qu'on est disponible pour le client. Moi j'ai une question, Thomas. Donc là j'ai deux questions en fait. Combien de temps ça t'a pris entre le début de tes premières touches à l'international et la conversion de ces touches ou de ces premières actions en première vente à l'international? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que le gap entre ton offre commercialisée en France et ton offre pour des clients étrangers, est-ce qu'il y a un gap important entre les deux ou est-ce que ça se fait finalement sans une révolution? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ça? Il n'y a pas vraiment de gap. Il y a un gap, en fait, nous, on a deux profils clients. On a vraiment le monde du surf et le monde du luxe. Et en fait, c'est assez standardisé sur tous les pays. Donc, les outils, les principes de fonctionnement et les prestations qui sont mis en face sont relativement similaires, que ce soit en France ou que ce soit pour l'étranger. Donc ça n'a pas été très compliqué. En plus, on est sur un métier assez international, c'est-à-dire que nous, on avait l'habitude déjà de faire venir beaucoup de gens de l'étranger. On a une culture, finalement, le monde du surf, c'est très, très international. Donc, il n'y avait pas de choses super... on n'a pas développé des choses complètement dingues ou complètement folles pour se présenter à l'étranger. On a juste montré notre meilleur savoir-faire. Voilà. Donc il y avait, et au niveau du prix, au niveau des stratégies commerciales, au niveau de toutes ces choses-là,
il y a une partie un peu plus intendance qui va être vraiment la gestion de l'envoi de la matière, des produits. Alors, quand on vend du service, peut-être que c'est encore plus simple, mais là, il y avait un petit peu, gestion, parce qu'on va être obligé de travailler sur des boîtes un petit peu plus renforcées pour que ça parte à l'étranger. En fait, on a travaillé avec l'Italie, mais comme c'est des très grosses marques qui sont mondiales. Il a fallu qu'on envoie des produits à Los Angeles, qu'on envoie des produits à Milan, mais qu'on envoie aussi c'est parti un peu partout dans le monde. Donc, il y avait cette partie un petit peu gestion qu'on maîtrise un peu et qu'on a proposé. Et puis pour eux, c'était un soulagement aussi de ne pas avoir à gérer ça. Ça, c'était la première partie. Après, au niveau du délai, en fait, c'était très très vite, mais là encore, c'est peut-être plus à cause de la particularité du marché qu'on a cherché, c'est-à-dire que le monde du luxe, ils ont des collections avec des saisonnalités. Donc en fait, quand ils se disent c'est bon, on travaille pour l'été de l'année prochaine, ils savent qu'ils doivent faire le shooting en juillet. Donc en fait, quand on les contacte en mai, s'ils ont besoin de quelque chose, il leur faut les samples pour juin. Et comme ils font leur shooting en juillet, ensuite, ils passent leur commande en septembre pour qu'on les livre pour l'année prochaine. Donc, en fait, en 4 mois, on a validé les samples, on a validé les commandes. Et là, on est en train de travailler toutes les marques qui n'avaient plus le temps d'intégrer des planches de surf dans leur collection de l'année prochaine, et ils sont déjà en train de travailler sur les projets pour 2023. Donc, le fait qu'il y ait des collections et qu'il y ait une saisonnalité a fait que les choses sont allées très très vite. Peut-être que sur un autre marché où finalement il n'y a pas vraiment d'impératif, si ce n'est peut-être un salon ou des choses comme ça pour présenter les produits, ou alors une demande marché qui est très importante à un moment, je ne sais pas si ça irait aussi vite. Okay. Donc encore une fois, très belle preuve de réactivité de l'entreprise. Hein. Comme il disait, en 4 mois, ils ont été capables de mettre en production, de faire les échanges avec les équipes de designers et c'est aussi cette réactivité, hein, je le redis, de l'entreprise et de l'équipe de WL qui a permis ce succès. OK. Voilà. La phase de questions. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup Thomas pour le témoignage. Il n'y a pas de souci. Allez-y, allons-y dans les questions Quand Team France Export, vous accompagnez justement une entreprise comme celle de Thomas, comment vous procédez pour être aussi pertinent en termes de choix de prise de contact, de sélection d'entreprise? Vous appliquez, c'est quoi vos réseaux, c'est quoi vos sources qui vous permettent justement d'accéder plus facilement à des potentiels clients? On travaille, comme on disait, avec notre réseau, notre bureau. Et l'idée, c'est déjà en amont, on a des échanges avec nos collègues dans les bureaux et eux connaissent les réseaux, les savoir-faire de leurs autres collègues. Hein, on va dire, là, on parlait, par exemple, je le disais, on était dans le bureau sectoriel d'Art de Vivre Santé. Et donc, automatiquement, quand on a commencé à évoquer luxe, c'est le nom d'une personne qui est ressortie en particulier, Anna, qui était la personne ressource sur ce sujet. Et elle, en fait, elle met à dispo des années de travail sur ce secteur. Donc, automatiquement, voilà. Après, c'est le couple produit et projet de l'entreprise qui fait que ça match. Mais on a les personnes ressources dans les bureaux qui sont capables d'aller chercher les bonnes personnes sur à peu près tous les secteurs d'activité dans les principaux pays du monde. Parce qu'ils ont… il ne faut pas oublier que nous, on organise aussi tout ce qui est en fait événements collectifs, donc des participations collectives sur les principaux salons du monde. On est aussi amené à organiser des missions collectives pour aller rencontrer des grands comptes et présenter des savoir-faire de PME françaises. Donc, on a aussi, au travers de ces actions collectives, un carnet d'adresses qui s'étoffe et des rencontres qui se font sur ces grands événements.
Et tout ça, c'est capitalisé, c'est ce qui permet, le jour où on fait une mission de développement individuel, enfin, une mission de prospection individuelle, comme on en a fait une là, pour EWL, d'aller chercher les bons contacts, de ressortir les cartes de visite échangées 2, 3 ans, 4 ans plus tôt et de réactiver des liens. Bon, et puis, bien sûr, avec les réseaux sociaux, voilà, on enrichit tous les jours nos réseaux, nos contacts au travers des bons réseaux professionnels comme LinkedIn ou autres sur lesquels nos bureaux sont très présents. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, sur ce type de démarche de prospection, il y a toujours un échange, Fabrice l'a dit, il y a toujours un échange en amont avec l'entreprise pour bien comprendre quelles sont vos cibles, quel est éventuellement votre historique, parce que vous pouvez aussi éventuellement être amené à démarcher un pays où vous avez eu par le passé des contacts et un courant d'affaires. Donc, on remet tout ça en perspective. Et en fait, le ou la collègue qui va travailler pour préparer cette séquence de prospection, il y a fort à parier que s'il y avait eu un autre fabricant de planches de surf qui s'était présenté, à la collègue en Italie, elle n'aurait pas forcément fait le même ciblage des opérateurs. Donc, en fait, les sociétés qui sont ciblées en amont de la démarche de prospection, c'est un ciblage individualisé qui tient compte de l'entreprise, de son historique et de son offre. Donc, c'est ça qui est important, c'est qu'on est vraiment sur une séquence très personnalisée de prospection. Très bien. Les start-upers sont timides aujourd'hui, sont tous coupés. Non, timide, je ne sais pas si c'est de la timidité. Je suis assez soufflé par le témoignage de Thomas parce que le délai entre le début de l'opération et les résultats et les premières commandes est très très bref. Enfin, je connais pas du tout le domaine du surf, mais je suis assez estomaqué par la rapidité de l'opération et les premiers résultats. Et moi, ce qui me gêne actuellement dans la démarche avec les partenaires étrangers, c'est qu'ils ont tous eu le Covid partout. Et ça retarde énormément. Alors, je ne sais pas, enfin, Thomas disait qu'apparemment, avec Laurent, vous aviez pu passer entre les gouttes ou entre les seringues, je ne sais pas, mais là, je vois le problème avec l'Allemagne, par exemple, où les Allemands, qui sont pourtant habituellement assez dynamiques et répondent assez rapidement, là, c'est un mur. Enfin, les Anglais, j'en parle pas parce qu'ils ont d'autres chats complémentaires à fouetter, mais c'est quelque chose qui est assez contraignant et j'ai jamais fait face à une pandémie de cette nature et c'est très embêtant. Alors, je ne sais pas si vous avez des techniques particulières pour Après, on peut pas non plus, enfin, on peut pas faire du témoignage de Thomas là, c'est une belle success story. On peut pas faire du témoignage de Thomas non plus c'est pas systématiquement une généralité, c'est pas systématiquement comme ça que ça se passe. Par rapport à votre témoignage, Pierre, moi, dans les entreprises que je suis, elles sont impactées de la même façon que vous sur les marchés. Je suis des entreprises dans un autre domaine d'activité que le vôtre. Sur l'Allemagne, ils vivent la même chose par rapport au marché allemand. Donc, c'est vrai que cette situation-là, elle est très bloquante et en fonction des marchés, elle peut être elle peut entraver beaucoup les démarches. Après, dans les contacts qu'on prend en amont avec nos collègues à l'étranger, ils vont, eux, nous dire, avant qu'on envisage quelques ciblages que ce soit, ils vont nous dire, attention, c'est pas le moment, pour telle et telle raison. Donc ça, ils nous le disent aussi, et ils ne nous engagent jamais, ils n'engagent jamais une entreprise avec laquelle nous, on va être en relation régulière sur une démarche de prospection s'ils sentent qu'ils risquent de faire chou blanc. Pour en revenir sur ce point-là, techniquement, avec Anna, elle nous a aussi déconseillé certaines entreprises parce qu'il y a aussi une sorte d'analyse un peu financière où ils regardent, ils disent bon là elle se porte bien, là elle se porte pas très bien, elle a fermé des magasins ou elle est pas très très en forme. Je vous la conseille pas, on va plutôt passer directement sur une autre marque parce que c'est vrai que le profil des comme vous disiez, est ultra personnalisé et adapté vraiment aux produits qu'on va essayer de vendre.
Après, pour répondre aussi sur cette rapidité, il y a aussi un phénomène qui est, je pense, propre à notre marché qui, comme le surf ou le vélo, nous, en fait, quand les gens sont sortis du Covid, il y a eu une explosion. On a fait vraiment, on est à plus 20, plus 30% de chiffre d'affaires et on pensait que ça allait s'arrêter, mais ça n'arrête pas. On est en train déjà de remplir le carnet de commandes de l'année prochaine et c'est les marques de luxe, en fait, elles sont, je dirais, un peu hors de ce système-là, même s'il y a une telle inertie, c'est tellement gros et elles réfléchissent tellement mondialement que après, on est une goutte d'eau pour eux. Hein, mais je vais vous donner une anecdote, mais voilà, on a travaillé pour Dior, c'est pas pour l'international, mais ils ont envoyé partout dans le monde. En fait, ils nous ont commandé 100 planches, mais ils en envoient que 25 dans chaque continent. Donc, c'est des petites quantités pour eux. Certes, nous, on les vend très cher et eux, ils les vendent encore plus cher. Mais bon, c'est voilà, c'est sans rentrer vraiment dans les détails, ils arrivent très vite à faire 2 millions de chiffres d'affaires avec nos produits, mais pour eux, c'est une goutte d'eau sur leur budget. Donc, je pense que tout dépend du produit qu'on vend et des quantités qu'on vend et de la façon dont c'est vendu. Je connais pas votre produit, mais ça se trouve, il est peut-être plus compliqué à vendre ou demande un produit, une inertie ou un volume ou des choses ou des chiffres d'affaires qui demandent un engagement, donc une réflexion qui est un peu plus longue à mettre en place. Nous, on est vraiment dans le sur-mesure. Donc, en fait, on fait de l'unitaire. Et s'ils ont un client particulier qui a besoin que d'une seule planche toute rouge avec un marquage jaune, on est capable de le faire. Donc, ils vont nous valider la commande. Certes, c'est des belles commandes et c'est des commandes qu'on vend cher, mais l'engagement est très faible. Il n'y a pas, voilà, ça peut être une raison, on va dire. Ouais. Après, tout s'est fait, pour répondre quand même à une question par rapport à la pandémie, tout s'est fait à distance. Donc, c'est aussi ça notre force, c'est qu'on a des bureaux présents localement qui vous représentent et tous les rendez-vous se sont faits en visio. C'est-à-dire qu'à aucun moment, l'équipe du WL s'est déplacée en Italie. Tout s'est fait par visio. Donc, on peut vendre par visio. C'est la nouveauté depuis la pandémie. C'est vrai. Et après, peut-être aussi que, en fait, on existe depuis 30 ans, qu'on est une référence dans ce milieu-là. Et s'ils font un tout petit peu de recherche, ils se rendent compte qu'on fait partie des très sérieux du marché. Donc, ils n'ont peut-être pas eu besoin de plus de. Après, on avait des très belles références aussi. On avait déjà travaillé pour toutes les grandes maisons françaises. Donc, ils ont peut-être eu l'occasion déjà de croiser nos produits et de voir que il n'y avait pas besoin d'aller chercher plus loin, qu'on était le bon fournisseur ou la bonne adresse pour faire ces produits-là. Donc, primordial, la référence, hein, c'est certain, une référence internationalement reconnue. Voilà. C'est vrai que ça fait partie aussi dans le diagnostic des choses qu'on va regarder. Si on a déjà en France percé et réussi à vendre, ça sera un atout extrêmement important pour réussir à l'international, c'est certain. Et nos collègues, les premiers, le disent, pour ouvrir les portes. Là, c'est vrai qu'elle est arrivée, elle a pu citer des grands noms, automatiquement, ça fait tomber des barrières. C'est vrai que c'est un élément quand même qui est important. J'en discutais hier avec un autre start-upper qui est confronté à une problématique. Son marché, il n'est pas vraiment en France. C'est pas un produit qu'on a l'habitude d'acheter en France, mais par contre, sur des pays comme les États-Unis, le Japon, il y a une vraie consommation de son produit. Et il me posait la question, est-ce que je suis obligé d'abord de prouver que j'ai vendu en France pour pouvoir vendre là-bas? Alors, je lui dis, moi, la réponse, je ne sais pas si vous, de Team France, vous partagez ce point de vue, mais moi, ce n'est pas le volume de chiffre d'affaires qui intéresse finalement l'importateur de votre produit. C'est la certitude que vous avez une structuration commerciale pour pouvoir atteindre des marchés. Et si vous faites déjà cette preuve que vous êtes en capacité de répondre à des besoins sur le marché national, peut-être pas en grand volume parce que ce n'est pas le marché le plus grand consommateur, ça donne quand même la certitude que demain, vous pouvez commercer avec cette personne qui était à l'autre bout de la Terre, qui lui peut s'engager sur des volumes plus importants.
Donc, il faut vraiment voir toujours ce point. Je pense, souvent, on a tendance à dire, faites déjà vos ventes en France et après, vous verrez à l'international. C'est faites des ventes pour démontrer que vous êtes capable de commercialiser, que vous avez une offre qui tient la route. Mais ne vous obstinez pas non plus à dire je dois atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires avant d'aller à l'international. Faites des premiers, mais ayez une vraie offre. Et après, je pense que vous serez en capacité d'adapter. Soit il y a des gaps importants, soit il n'y en a pas, comme dans le cas de Thomas, pour permettre après l'exportation. Enfin, je ne suis pas aussi spécialiste que Laurent. Oui, non, mais c'est vraiment lié à des secteurs d'activité. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on parle de cas par cas. On ne va jamais avoir une analyse similaire entre deux entreprises. Et c'est tout l'enjeu du travail en amont qu'on va faire ensemble avec l'entrepreneur. Enfin, voilà, de vraiment définir pour lui, son cas particulier, son produit, son marché, quelle est la meilleure stratégie. Et je ne donnerai jamais une stratégie clé en main, parce que ça serait l'inverse de ce qu'on fait au quotidien et de ce qu'on préconise. Donc, je me garderai, voilà. J'aimerais simplement, Sylvain Bram de Ganilab, j'aimerais abonder un peu dans ce sens, c'est que nous, par exemple, on a intégré un programme qui s'appelle le programme Impact UK avant d'avoir un chiffre d'affaires en France. Et on a eu le chiffre d'affaires maintenant en France, mais on avait commencé avant. Et pour répondre à la question aussi sur la pandémie, la semaine prochaine, on va se rencontrer pour la première fois, donc avec l'équipe en Angleterre, en participant à un salon les salons reprennent en Angleterre pour la première fois. Et on ne sait pas trop comment ça va se passer, pour être très sincère. Mais je veux dire, il n'y a pas une voie unique pour accéder à l'export. En fait, c'est ça ce dont je me suis rendu compte. C'est en se reposant. Alors là, moi, ça s'est reposé sur l'expertise de Mélissa Boutineau, qui m'a dit, voilà, moi, je pense qu'il faudrait faire ça, 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 ça. Et parce que ça correspond à l'activité de l'entreprise et voilà, et sa propension, alors pour nous, à aller à l'international. Voilà, donc simplement pour dire qu'il n'y a pas véritablement de règles, il y a un cadre, et puis après… Il y a trop d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Ça peut être l'expérience du dirigeant, ça peut être son passé, il peut avoir été présent dans un grand groupe avant. Et en fait, c'est pour ça on peut pas juger sans tous ces éléments. C'est d'où l'importance du diagnostic qui va vraiment poser un cadre par rapport au projet. Souvent, le diag, moi je l'ai vu aussi avec certaines entreprises, ces constats initiaux qu'on a pu poser, on va dire, irrigue et alimente le chef d'entreprise dans la durée, donc sur plusieurs mois, voire des fois sur plusieurs années. Moi, je suis surpris des fois d'entendre des chefs d'entreprise me dire, mais voilà, on avait fait le diag en 2018 et on en est encore, on applique encore et on déroule encore certaines recommandations. Ça prend du temps et voilà, pour des petites structures, tout se fait pas en quelques mois. Et moi, je suis toujours vraiment admiratif et heureux de voir que les recommandations que l'on fait sont appliquées et puis bien sûr qu'elles donnent des résultats. Hein. Donc, c'est vraiment le point de départ. Cette séquence de diag, c'est très important. Voilà, j'ai un chef d'entreprise qui me disait ça ouvre le champ des possibles. C'est à partir de là qu'on écrit et qu'on construit la stratégie. C'est vraiment… voilà, c'est des analyses qui sont passionnantes à faire parce qu'on est dans le cœur de ce que sont les entreprises avec leur offre et puis tout ce qui entoure leur organisation, leur contexte. Et un diag, c'est différent à chaque fois, même si on fait le même exercice parce qu'on va être sur une offre différente, un passé de chef d'entreprise différent. Donc, c'est vraiment pour nous des séquences vraiment très intéressantes. Et je voulais simplement rajouter une seule chose, c'est qu'on a bénéficié donc de ce programme d'accélération, et c'est ce programme d'accélération qui a été fait pour le UK qui a accéléré l'entreprise dans sa globalité. Alors ça a quelque part compensé un manque que nous on avait chez nous en général, mais voilà, donc il y a eu un double effet, donc pas seulement l'Angleterre, mais aussi sur l'entreprise en général avec vraiment des mentors qui étaient excellents et que je n'aurais jamais rencontrés sans le programme d'accélération. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, moi, j'ai
comme je vois Sylvain, je l'ai vu, il était au global, il était très occupé. Donc, je ne suis pas dit bonjour, mais je t'ai laissé dans tes préoccupations. C'est les premiers jours en plus, je pense que c'était un jour un peu compliqué. Justement, comme Sylvain, il y en a d'autres. Il y a Hassan, Sylvain, il y a Ludivine qui sont connectés. Et ces 3 personnes vont aller sur un gros salon CES Las Vegas l'année prochaine. Et je me disais, est-ce que ça aurait du sens qu'à l'issue d'un salon, on fasse une étude de priorisation de marché, comme un salon international? Pourquoi ma question? Parce qu'ils vont rencontrer énormément de monde. Et donc, on va voir, là, voilà, il va y avoir l'Arabie Saoudite, l'Inde, machin, il va y avoir plein de personnes. Et après, ils vont se confronter, là, ils vont avoir 250 cartes de visite sur la table. Ils vont dire, bon, alors, par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Comment je priorise? Et ça. Est-ce que vous êtes en capacité d'accompagner sur cette priorisation de marché ou c'est pas ça qu'il faut faire? Oui, je comprends tout à fait le contexte. En fait, vous l'avez compris, sur une séquence de priorisation des marchés, alors moi, il m'est arrivé, mais je ne le conseille pas d'aller jusqu'à une priorisation de marché avec 10 marchés différents. On essaie de plus faire ça parce que ça n'a pas grande signification. Là, dans le contexte où vous allez vous retrouver, surtout sur un salon comme le CES, vous allez ramener énormément de contacts sur pas mal de pays. Donc, en fait, entre la priorisation des marchés et le CES, il faudrait idéalement une étape de tri. Voilà, sur l'ensemble des questions, sur l'ensemble des contacts que vous aurez eus, sur l'ensemble des marchés, faire une première analyse intermédiaire rapide pour voir sur, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur 15 pays pour lesquels il y a eu des contacts, quels sont les 5 ou 6 pays les plus pertinents. Donc, on fait cette analyse-là, mais intermédiaire en fait, vous l'avez compris, dans le cadre d'une priorisation des marchés, on ne va pas retenir des pays dont on sait qu'a priori, ce sont des voies sans issue pour votre offre. On va retenir des pays qui ont un potentiel. L'enjeu de la priorisation des marchés, c'est de définir quels sont les 2 ou 3 marchés sur 6 qui vont être les plus intéressants pour vraiment dédier vos moyens financiers sur ce qui peut receler les meilleures probabilités de réussite. Voilà, c'est ça l'enjeu de la priorisation. Donc, moi, je verrais bien ce travail-là de cette façon-là. Une analyse intermédiaire qui peut être faite en lien avec le conseiller et la conseillère référente. Et ensuite, sur 15 pays, ne retenir que 5 ou 6 pays qui feront, eux, l'objet d'une priorisation du marché. Si je peux me permettre, c'était juste, en fait, soit c'est des opportunités qui arrivent, donc toutes ces cartes qui vont arriver face à vous, soit ça s'inscrit dans une stratégie qui a été préparée en amont en disant, voilà, on a identifié ce pays, il est vraiment porteur, c'est intéressant, c'est pertinent. Et en fait, ça évite de courir trop de lièvres en même temps et puis finalement pas faire ce qu'il faut et que des fois, il faut mieux pas essayer de tout prendre, mais juste prendre les bons et voilà. Je suis complètement, je trouve tout à fait pertinent ce que vous dites. Quand Thomas évoquait tout à l'heure la formation de l'export à votre portée à laquelle il avait participé, un des points forts sur lesquels on insiste beaucoup, parce qu'effectivement, les entreprises que l'on accueille dans ces sessions, en général, elles ont été dans de la construction export opportuniste et dans le traitement d'opportunités qui se sont présentées. Donc, parfois, ça a fait des marchés porteurs et qui se sont développés dans la durée, puis parfois, on fait une vente et puis il n'y a plus rien qui se passe derrière. Ce qu'on essaye de bien démontrer dans le cadre de cette formation, et l'enjeu de cette séquence de priorisation des marchés, c'est de vous concentrer, d'être un peu plus à la manœuvre. Vous allez faire des choix stratégiques de marché. Je décide d'aller prospecter tel et tel pays parce que j'ai défini qu'il y a un potentiel. Je ne suis plus dans une logique où je vais recevoir ou traiter des occasions qui se présentent, des heureux hasards, des opportunités, mais je vais faire un choix stratégique de me développer sur tel et tel marché dont j'ai défini que ce sont des marchés porteurs pour moi, pour telle et telle raison. Voilà. Donc, c'est ce changement de positionnement qu'on essaie d'insuffler. Et souvent, une fois qu'une entreprise a fait une priorisation de marché, elle comprend l'intérêt de la séquence et plusieurs années après, elle va y revenir sur des pays différents. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui a été prévu pour les entreprises qui sont au CES, mais par Team France Export?
C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des équipes, il y a des équipes qui seront au CES ou des personnes qui pourront éventuellement assister les startups pour ne serait-ce investiguer un petit peu le marché, les orienter, comme il y a beaucoup quand même d'Américains quand même, il y a beaucoup d'étrangers, mais il y a aussi beaucoup d'Américains. Est-ce qu'il y aura des gens qui seront présents de votre équipe de Business France sur le salon qui pourraient éventuellement nous aider ou nous aider à préparer éventuellement? Je parle en connaissance de cause, alors peut-être pas, je connais certaines entreprises qui y vont, mais pour la mienne, par exemple, le temple de l'événementiel, c'est véritablement Las Vegas. Donc, on est en plein dedans en ce qui me concerne. Voilà. On peut tout à fait nous. Alors, déjà, le déplacement sur le CES Las Vegas, il est fait en partenariat entre Team France Export et Techno West et la région. Enfin, tout le monde se met au-dessus des startups pour les emmener dans les meilleures conditions, les préparer. Il y a des ateliers qui sont organisés en amont. C'est Arnaud Yel, que vous connaissez, qui est en charge de ça en partenariat avec Marc Augustin. Donc, il y a quand même ce travail, en tout cas, vraiment pour le salon. Après, en parallèle, ce qui peut être fait par nos bureaux aux États-Unis, c'est d'organiser une mission de prospection sur mesure en parallèle du salon. Ça veut dire qu'en amont, on peut faire ce travail de ciblage de clients potentiels, de tests sur offre auprès de ses clients et de provoquer des rendez-vous ciblés pendant le CES. Donc ça, c'est quelque chose qui vient s'ajouter finalement à l'offre déjà bien construite autour de ce salon. Et donc, on vient ajouter un produit, tout simplement, mais qui est là vraiment un produit sur mesure, comme disait Laurent, avec ce travail amont. Et là, c'est parce que vous êtes intéressé par le marché américain. Donc, on vous met en contact avec nos collègues des États-Unis pour générer du contact qualifié et idéalement, pourquoi pas, on l'espère, des futurs clients potentiels américains. Donc oui, c'est tout à fait envisageable. Voilà. C'est une bonne idée. Oui. Vu le coût d'un salon comme ça, vu ce qu'on investit, faire une mission de prospection ciblée, ça a aussi un coût. Mais honnêtement, si on est prêt déjà à jouer le CES, moi je dirais, en plus cette année, le CES ne va rien vous coûter. Donc moi, si j'aurais fait, je dis, j'aurais pris le budget que ça me coûterait et je le mettrais. Non, mais je ne suis pas en train de vendre mais je trouve ça hyper pertinent et te concernant encore plus parce qu'effectivement. Vous optimisez vos chances de concrétiser ou d'avoir des contacts vraiment fructueux. Parce qu'effectivement, même sur un salon comme le CES, on sait jamais trop sur un salon en fait ce qu'on va récupérer, ce qu'on va pêcher comme contact. Il peut y avoir des belles années avec un beau visitorat et puis il peut y avoir des éditions un peu plus ternes. Donc, vous ne maîtrisez pas ça. Donc, le fait d'associer, de mettre en parallèle de la participation à un salon avant, pendant ou après une mission de prospection avec des contacts ou éventuellement même vous pouvez, si c'est pas trop loin géographiquement, vous pouvez aller rencontrer les entreprises dans leurs entreprises, dans leurs locaux, c'est toujours très utile, très fructueux. Moi, j'ai souvent des entreprises qui l'ont fait avec des très bons résultats. Ça complète toujours. Parce que le visitorat que vous allez avoir pendant le salon, il ne va pas être forcément le même que celui que vous allez avoir au travers de la mission de prospection. On peut aussi chercher à provoquer du passage. Dans les principaux pays du monde, on a des services communication. Donc, ça peut être aussi de générer de l'image en amont du salon, que ce soit en publiant dans des revues spécialisées, que ce soit, et d'annoncer votre venue pour faire en sorte que vous ayez tout simplement du trafic sur votre stand et que vous ayez un maximum de personnes qui cherchent à venir vous voir, quoi. Donc, si vous êtes dans nos domaines de recherche pointus, se faire connaître des labos, etc., pour qu'ils aient déjà dans leur programme de visite votre stand. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on peut travailler avec vous en amont via l'appui du service communication sur place. D'accord, donc on passe par notre correspondant ici, en l'occurrence, moi c'est Mélissa, je suppose. Le contact unique, tout à fait. Donc, Mélissa Boutino, tout à fait. Cette suggestion m'interpelle.
je prends aussi le point de mon côté. N'hésite pas à en parler à Mélissa. Et pour ce qui est des startups du réseau des technopoles qui vont au CES, on peut peut-être réfléchir à faire une opération pour vous aider à faire avec Business France des visites d'intérêt et des rencontres d'intérêt au cours du salon, donc, qui viendraient en complément et qui seraient financées en partie par vous, évidemment, mais qui vient en complément de ce qui est déjà proposé et soutenu par la région pour le CES. Je ne sais pas si c'est possible, mais ça mérite d'être étudié. Un petit élément important, dans du possible, c'est à anticiper et à planifier le plus possible en amont parce que les plans de charge, et sur les USA notamment, sont assez remplis. Donc, si vous devez l'engager, anticipez-le, définissez-le rapidement de façon à ce que tout ça puisse être intégré dans le plan de travail de nos collègues à l'étranger. Pensez-vous que c'est jouable d'ici janvier d'avoir un… Il faut, Marc a bien défini le mode opératoire, Fabrice l'a rappelé aussi. Contactez votre conseiller et voyez si c'est possible. S'il y a effectivement dans le groupe des sociétés qui partent au CES, plusieurs sociétés adhérentes de TechnoWest qui sont intéressées, il faut peut-être le signaler en amont de façon à ce qu'on n'ait pas des initiatives de contact isolées, mais qu'on fasse une sollicitation groupée auprès du bureau. Après, le timing qui est quand même relativement court. Très chaud. C'est pour ça que je ne suis pas sur ce collectif. Peut-être mieux approcher, motiver. S'il y a plusieurs sociétés, ça a plus de poids de dire il y a 3 ou 4 sociétés du groupe des startups qui partent au CES, qui sont intéressées par une séquence de prospection. Nous, ça nous donne plus de poids pour demander à l'intégrer dans le plan de charge du bureau à l'étranger. Ok. On a parlé tout à l'heure de la pandémie. Et il est certain que le fait que les voyages aient été restreints, etc., notre réseau a été beaucoup plus sollicité. Parce que les gens se sont dit, il faut quand même que je continue à avoir une présence commerciale. Comment je peux continuer à avoir ce contact avec mes clients? Et donc, on est beaucoup venu nous chercher pour être cette passerelle, ce lien avec notamment les pays les plus éloignés où les voyages sont vraiment complexes. Je vous donne un exemple. À 4 mois d'une opération sur l'Allemagne, on s'est manifesté pour avoir le soutien. Business France, le plan de charge est plein, quoi. Oui, tout à fait. Surtout en Europe. On a quelques pays en particulier qui sont prisés par les entrepreneurs français. Et autour d'une opération comme le CES, là, on parle, nous, on est Nouvelle-Aquitaine, mais il faut se dire qu'il y a toutes les autres régions de France qui font aussi des opérations sur le CES. Donc oui, automatiquement, voilà. Après, moi, je voudrais juste, Fabrice, rajouter, je pense que vous rentrez dans un cycle préparatoire de 3 mois, on va dire, avec des interventions d'experts en communication digitale, en préparation de salon, en pitch, etc. Donc, vous allez être bien préparé. Et tous ceux que vous allez vouloir voir, les patrons de l'événementiel, que ce soit tous les patrons des hôtels de Las Vegas, tout ça, ils sont tous là-bas. Et il n'y aura aucune boîte qui peut représenter vos 10 plus grosses cibles qui ne sera pas présente au CES de Las Vegas, selon moi. Le tout est comment faire pour que cette personne vienne sur votre stand et vous sollicite. Et donc là, aujourd'hui, le cycle préparatoire qui est mis en place par CCI dans l'opération CES, Région Nouvelle-Aquitaine, c'est justement de vous donner les clés pour vous préparer en amont pour que ces gars-là, vous puissiez les toucher. Okay. Donc, c'est vrai qu'il faut jouer à fond cette carte-là. Je pense qu'avec le timing, à mon avis, ça va être très compliqué de faire une mission ad hoc de gros hacking, entre guillemets, pour vous, pour que vous ayez des leads qualifiés à l'occasion du CES Las Vegas avec Business France. Mais ça peut nous inviter peut-être à faire peut-être une autre opération a posteriori, ou je ne sais pas, on peut réfléchir. Et en tout cas, dans l'esprit, c'est intéressant qu'on y réfléchisse peut-être pour l'édition prochaine. Voilà. Oui, bon. Ou même peut-être post-CES, comme tu le disais, Marc, tout à l'heure, quand on rentre avec un nombre.
Ludivine, on t'entend. Voilà. On n'a pas entendu. Vous m'entendez? Oui, là, oui. Je disais, ou peut-être, en effet, là, je vois aussi un délai très, très court, mais peut-être post-CES ou, comme vous le disiez tout à l'heure, faire déjà un premier tri et un premier jet, mais avoir un accompagnement de Team France Export pour nous aider à prioriser peut-être certains leads, certains marchés. Moi, je le voyais aussi plutôt post-CES, mais en effet, moi aussi, je suis très, très, très preneuse d'un accompagnement dans ce sens-là. Bah, écoutez, je suis ravi. On va devoir on va laisser le mot de la fin tout à l'heure à Ophélie, mais avant, et comme on parle des États-Unis, ben, ça tombe super bien parce que cet après-midi à 16h30, on vous a concocté un webinaire USA. Alors, on va parler pharma, mais pas que. On va aussi parler Floride. On va parler écosystème d'innovation en Floride. On va parler de tout, de retail, de space, de health sur la Floride. On aura 2 intervenants au préalable, mais eux vont nous parler des bio et pharma parce que c'est quand même un petit peu d'actualité. Et les USA, on en parle. C'est qui ce Pfizer et Moderna? Ils sont où ça se passe, etc. Donc, on a une petite séquence cet après-midi à 16h30, un peu décalée par rapport au décalage horaire avec les États-Unis. Donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, vous retrouverez nos inscriptions sur le site LinkedIn notamment. Et puis sinon, je vous enverrai l'invitation cet après-midi, mais ça peut être intéressant pour faire une suite de votre CES dans peu de temps. Voilà. En tout cas, merci Laurent et merci Fabrice et Ophélie. Merci pour ton accueil. À toi le mot de la fin. Merci Thomas. Oui, merci beaucoup Thomas aussi pour ce témoignage qui était, je pense, assez riche, un peu particulier, mais riche pour nos entrepreneurs ici présents et qui a permis d'ouvrir le débat assez largement. Et du coup, grand merci à tous pour votre participation. Et peut-être juste une chose, donc les mercredis de l'International, pour rappel, c'est le 3e mercredi du mois. Donc le prochain sera le 20 octobre, après ce qui aura lieu cet après-midi sur les USA. Voilà, à très bientôt à tous et merci encore. Merci. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.